Bien. Alors, nous entamons cette dernière table ronde. On a dressé plusieurs perspectives sur l'influence sur l'économie et sur la géostratégie. Nous allons maintenant faire un petit travail de projection grâce à cette table pour réfléchir sur les perspectives. Donc un peu de prospective avec Renaud Girard qui va animer cette table. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Boniface, Jérémy Guez. Je suis très heureux d'avoir un professeur de l'école HEC parmi nous aujourd'hui. Évidemment, l'amiral Hervé Hamelin, qui est membre du bureau géostratégie aussi, parce qu'il a un double parcours et militaire et à HEC également, et qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Renaud, à vous la parole. Eh bien, d'abord, nous sommes tous très honorés d'être invités à l'amphithéâtre Foch, grand stratège, qui en fait a eu raison de se méfier des Américains, Foch. Parce que à la fin de la guerre, quand les Allemands décident d'arrêter, en novembre 1918, lui, Foch, il veut aller jusqu'à Berlin. Et Clémenceau lui dit mais non, on n'a pas besoin, puisque on a l'alliance des Américains. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et en fait, il dira plus tard que c'était qu'une trêve, parce qu'en fait, les Allemands n'ont pas compris leur défaite. Et ensuite, les Américains ont négocié eux-mêmes pendant 8 mois le traité de Versailles. Il est resté 8 mois, le président Wilson, à Paris. En 1920, il n'a pas fait l'effort politique de faire adopter ce traité de Versailles par le Sénat. Et donc le Sénat, on dit bye-bye à la France, bye-bye à la SDN, bye-bye à tout le système qu'on a négocié pendant 1 an à Paris. Et puis en 1940, nous étions en guerre contre l'Allemagne nazie, vous savez, voilà. Les Américains avaient aidé au réarmement allemand, bien sûr, au réarmement allemand, évidemment. Et en juin 1940, on avait des petits problèmes. Et le président Paul Reynaud a demandé l'aide des Américains contre le régime nazi. Et la réponse a été « débrouillez-vous ». Voilà. Et donc, ensuite... nos amis américains ont choisi contre De Gaulle successivement Pétain, Darlan et Giraud. Et puis, il y a eu Lamgotte, et puis c'est seulement grâce au génie politique de Gaulle que tout ça a pu changer et que ça a tourné assez vite. Les Américains, avec pragmatisme, ont reconnu De Gaulle, qui fait une visite aux États-Unis triomphale dès juillet 1944, dès le 7 juillet 1944. Je disais ça parce qu'on est dans l'amphi Foch et que l'histoire compte et que donc il faut se souvenir dans nos rapports avec l'Amérique. Et il faut bien se souvenir aussi que ce n'est pas l'Amérique qui a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, mais l'inverse. C'est parce que les Japonais l'ont attaqué. Ensuite, Hitler s'est cru obligé de suivre ses alliés japonais. Alors, donc nous sommes avec... des experts de géopolitique qui connaissent bien l'Amérique. Donc, le vice-amiral Hamelin, c'est à la fois un pilote d'aéronaval qui a participé aux interventions françaises, un peu toutes, Kosovo, Afghanistan, etc., mais aussi un peu un expert de la pensée géopolitique au sein de la marine et du ministère des armées. Nous avons sans doute peut-être le plus célèbre think tanker français que tout le monde suit à la télévision, sur son blog, etc. Moi-même, j'utilise beaucoup, mais je ne le dis pas parce que je suis un peu jaloux, l'atlas stratégique qu'il a fait avec Hubert Védrine, parce que c'est très utile pour comprendre les choses. Pascal Boniface. Et puis, effectivement, nous avons l'honneur d'avoir un professeur à HEC, donc ça, nous sommes très honorés, parce que
Et en plus, qui a travaillé à la Rand Corporation. Voilà. Et moi, quant à moi, je suis un reporter de guerre depuis 1984. Le premier reportage était à Chypre. C'était les Grecs et les Turcs qui se battaient. Et encore récemment, là, j'ai encore couvert l'Afrique. J'étais à Goma, là, de quelques mois. Et donc, mais j'ai aussi pas mal... Je suis pas mal allé aux États-Unis, suivre des campagnes électorales, etc. J'ai vu les campagnes sur le terrain américaines, en Irak, en Afghanistan, interviewé les principaux leaders militaires, etc. Et je remercie, et tous les mardis, je fais la chronique géopolitique du Figaro. Ce matin, elle était consacrée au plan Trump pour l'Ukraine. Alors, nous avons décidé de faire une règle pour pas qu'il y ait de tunnel, comme on dit à la télévision. C'est-à-dire que les interventions ne doivent pas, je vais mettre mon chronomètre, durer plus de 4 minutes et les éventuels rebonds plus de 2 minutes. Donc, pour 4 minutes, je vais donner la parole. Donc, je rappelle quand même notre table ronde, c'est les perspectives et les conséquences stratégiques pour l'Europe et pour la France de la politique, de la nouvelle politique américaine. Alors, amiral, pour 4 minutes, comment vous voyez la nouvelle posture, c'est peut-être un anglicisme, mais je vais quand même l'employer, la nouvelle posture américaine dans le monde? Merci, cher Renaud. Je commencerai par citer Edgar Morin, qui disait que l'ignorance de l'incertitude, si elle conduit à l'erreur, la certitude de l'incertitude conduit à la stratégie. Et donc cette incertitude qui fait de toute façon le miel de tous nos géostratégistes, mais qui pose de vraies difficultés de projection, est aujourd'hui, je dirais, le phénomène central de la réflexion stratégique. Et les Américains, dans ce contexte, apportent également un petit peu plus d'incertitude. On le voit sur la question ukrainienne, où le balancier va de droite à gauche. Alors ça va être assez difficile, mais du coup, je vais peut-être dans cette première partie juste dresser un petit peu un panorama, et c'est toujours compliqué de faire de la prospective, sur le monde de demain tel que nous pouvons le voir, nous, Européens, dans une reconfiguration américaine qui n'a pas encore été définie. Nous attendons la National Security Strategy et sa déclinaison de défense. Des conséquences sur l'Europe qui sont déjà visibles. On a eu un désengagement américain de Roumanie, une posture américaine qui a évolué de la décision au contrôle. Ça, je dirais, c'est le premier élément, avec une perception américaine, une perception européenne qui était l'OTAN, ce sont les Américains qui décident et qui prennent le premier coup, et puis nous, on est derrière. Et une logique aujourd'hui, mais on pourrait y revenir, qui est assez différente, qui est aux Européens de prendre le premier coup, de s'assurer, d'assurer qu'ils ont une vision compatible avec la vision américaine, et là, les Américains viendront derrière nous. C'est un changement de paradigme qui bouleverse un petit peu notre manière de voir, mais je pense qu'on pourra revenir spécifiquement sur cette question. Attendez, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, les Américains ne veulent plus avoir la décision. Ils laissent les Européens... En Europe, c'est clair. C'est la direction dans laquelle on va, mais qui nécessite d'être affirmée. On est vraiment dans la prospective, et donc je vous demanderai un peu de prudence sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est vraiment la direction dans laquelle on va, et qu'on essaie d'accompagner avec la coalition des volontaires. On pourrait y revenir. Derrière le théâtre européen, évidemment, le principal théâtre. Alors, le principal théâtre pour les Américains, c'est d'abord le théâtre américain lui-même. C'est le homeland. Mais ce homeland, dans une configuration assez verticale du continent américain, nous concerne, puisqu'on a, que ce soit les Britanniques, les Français ou les Hollandais, des territoires, des enjeux, des partenaires dans la région. Donc c'est la première zone un petit peu de reconfiguration qu'on a tendance à laisser un peu de côté, avec l'Ukraine, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient et l'Indo-Pacifique. On a un peu laissé de côté l'Amérique du Sud, et on voit bien que l'Amérique du Sud intéresse les Américains, et donc inévitablement nous intéresse.
L'Indo-Pacifique, qui est, et ça a été très bien dit dans les tables précédentes, maintenant la posture américaine vis-à-vis de la Chine a été clarifiée. Les Américains s'attendent à un engagement avec la Chine. Nos contacts nous rassurent sur le fait qu'ils ne le cherchent pas, mais en tout cas qu'ils le préparent. Et donc les conséquences d'une extension horizontale, on a des territoires dans la région, de nos partenariats avec les Américains et d'un deal, vous faites ça chez nous et nous on fait ça chez vous, sont les nouvelles bases un petit peu de cette coopération entre Européens et Américains. Amiral, il ne cherche pas la guerre avec la Chine, mais il n'exclut pas qu'un jour, il devrait livrer une bataille navale contre la Chine dans le détroit de Formose. C'est bien ça? Tout à fait. L'échéance, elle est même très proche. Elle est autour de 2027, un possible engagement face à la Chine, pas uniquement dans le domaine naval, puisqu'en fait, maintenant, on est dans le multidomaine. Au-delà de l'Indo-Pacifique, une reconfiguration au Moyen-Orient, qui est probablement là où on a le plus de mal à envisager la future posture américaine, avec des cordes de rappel permanentes. Les Américains rappelés au Moyen-Orient malgré eux. Évidemment, les détroits et le modèle économique, mais on l'évoquait dans une table ronde ce matin, les Américains sont indépendants du point de vue énergétique, et donc ce sont plus des questions de géopolitique que des questions d'économie qui les ramènent dans cette région, mais des partenariats avec notamment Israël qui reste fondamental. Un partage avec une inquiétude évidemment des Irakiens, des Jordaniens d'un départ américain, et est-ce que les Européens sont capables de prendre la place alors que les problèmes subsistent. L'Iran est toujours là, la rivalité Israël-Iran, on ne sait pas ce que ça donne demain. L'Irak est entre les deux. La Syrie pose toujours difficulté. Donc une vraie interrogation sur cette posture américaine. Sur l'Afrique, c'est plus clair. Les Américains et les Français, on a conduit quasiment simultanément une refonte de notre stratégie dans cette région-là. Un désengagement américain qui reste, malgré tout, les cordes de rappel américaines resteront probablement sur deux domaines, le domaine du terrorisme et le domaine de la compétition avec la Chine et la Russie. Mais ce n'est pas le domaine principal de confrontation, et donc une volonté américaine de dire aux Européens, puisque c'est finalement le continent qui pour nous est le plus problématique, qui offre des perspectives également, mais en termes de migration, de trafic, de djihadisme, à vous les Européens de vous en charger. Voilà, un tour du monde très très rapide, mais qui nécessite d'être peut-être un petit peu creusé. C'est parfait, Amiral, merci d'avoir respecté la règle des 4 minutes. Alors, Pascal Boniface, j'ai envie de vous demander, parce qu'effectivement, on voit une Amérique qui ne veut plus vraiment décider, qui laisse les Européens agir éventuellement sans bourboyer, mais qui contrôle quand même, et avant peut-être de s'engager davantage. La question que je peux vous poser, avec effectivement une Europe et une Amérique qui sont totalement différents. On a parlé de la coalition des volontaires. Les Américains n'ont jamais vraiment dit que ça les intéressait. Peut-on encore parler, Pascal Boniface, d'un monde occidental? On peut se poser la question, on peut en parler, mais en fait, il n'existe plus vraiment. Et donc, Donald Trump est en train de mettre fin à un concept qui a structuré notre vie et nos relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que c'est en 1945, dans un message privé, puis en 1946 en public, que Churchill parle du rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe, de Stettin, sur les bords de la Baltique, à Trieste, en Adriatique. Et donc, tous ceux qui sont à l'ouest de ce rideau de fer sont les Occidentaux. Et ce concept a tenu jusqu'ici, puisqu'il était entendu que, comme les Européens n'avaient pas les moyens d'assurer leur défense, vainqueurs et vaincus de la Seconde Guerre mondiale étaient ruinés, détruits, c'était les États-Unis qui allaient s'engager, qui allaient faire l'inverse de phénomène que tu as décrit tout à l'heure, qui allaient s'engager pour la première fois dans une alliance en temps de paix pour ne pas recommencer les erreurs que tu as soulignées tout à l'heure. Et donc, en 1947, Truman dit que les États-Unis prennent la tête du monde libre et créent l'Alliance Atlantique en 1949. Et le plus important, c'est l'OTAN, qui est écrit en 1950, parce qu'un traité sans organisation, ça dure ce que durent les roses, aurait dit le général de Gaulle, alors que lorsqu'il y a une organisation, il y a un état-major, il y a des structures, il y a un quartier général, et ça fait une permanence qui change tout. Et donc, quelles que soient les vicissitudes, Kissinger parlait des malentendus transatlantiques, on a quand même vécu dans ce monde-là, avec parfois des tensions, mais toujours une protection. On a mis fin ensemble à la division Est-Ouest du monde, et malgré la fin de cette division, le côté occidental s'est un peu élargi à l'Est, mais est resté présent. Et la guerre en Ukraine, même si en 2019,
Déjà avec Trump, le président Macron dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est plutôt l'autonomie stratégique européenne qui va être en état de mort cérébrale une fois que la Russie lance la guerre contre l'Ukraine, le 24 février 2022, et que tous les pays européens se disent qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent nous protéger contre la Russie. Et donc même deux pays qui n'avaient jamais adhéré à l'OTAN quand Staline était au pouvoir le font, la Suède et la Finlande. Là, Trump, qui est beaucoup plus vindicatif et libre de ses mouvements pour son deuxième mandat que pour son premier, ce n'est plus le même homme. Il a échappé à un attentat, il n'y a plus d'adulte dans la pièce pour le contraindre, il pense qu'il a un mandat. Et donc, il veut aller jusqu'au bout de son programme. Et effectivement, il considère, que l'Union européenne a été créée, je le cite, pour entuber les États-Unis, que l'OTAN est plus en fait un engagement contraignant qu'une opportunité satisfaisante, et que l'Union européenne, notamment pour des raisons commerciales, mais pas que, mais aussi pour des raisons de valeur d'ailleurs, et J.D. Vance l'a dit à Munich en février, est un ennemi, peut être l'ennemi. Donc on se retrouve, alors que nous étions alliés, avec ce qui se passe sur l'Ukraine le montre bien, nous faisions front commun contre la Russie pour défendre et soutenir l'Ukraine. Tout d'un coup, nous trouvons avec des États-Unis qui négocient directement avec Poutine, alors ce que nous ne pouvons pas faire nous, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et que nous ne pouvons plus parler avec lui, ce qui est peut-être aussi une erreur par rapport à cela, puisqu'on laisse les autres négocier à notre place. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une volonté de Trump de s'entendre directement avec Poutine sur le dos des Européens et évidemment également sur le dos des Ukrainiens. Et donc on essaye de façon assez active mais peu efficace de corriger au maximum le plan russo-américain ou d'origine russe traduit en anglais sur l'Ukraine. Mais c'est vrai, ce n'est qu'au marge. Bien sûr, on pourra dire, de toute façon, l'idée initiale de Zelensky de dire qu'ils vont reconquérir par la guerre les territoires qu'ils ont perdus depuis 2022 était illusoire. Ce n'est pas le bon rapport de force militaire. Et certainement que les Européens ont fait l'erreur de ne pas fixer leur propre but de guerre, mais de s'en tenir au but fixé par l'Ukraine. Mais toujours est-il que le message, en dehors de la guerre en Ukraine, le message qui nous est envoyé par les États-Unis, c'est qu'il ne faut plus compter sur eux en cas de malheur, et que nous ne vivons plus tout à fait dans le même monde, parce que, outre l'Alliance Atlantique, eh bien, Trump remet en cause tout ce en quoi les Européens, l'ONU, le multilatéralisme, le droit international, quand on veut annexer le territoire entier de son voisin membre fondateur de l'OTAN ou la majeure partie d'un autre pays membre fondateur de l'OTAN, il y a quand même un petit souci. Le protecteur devient prédateur sur le plan stratégique, mais aussi, c'est une transition avec M. Guest, sur le plan économique. Parfait. Merci d'avoir respecté la règle des 4 minutes. Alors, effectivement, sur l'économie, alors on a appris dans nos écoles qu'effectivement, en 1945, les Américains avaient réussi à construire un nouveau système économique, ça s'appelle la conférence de Bretton Woods, avec le FMI, ensuite un peu plus loin le GATT, qui s'appelle aujourd'hui l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour que, effectivement, il n'y ait pas de dévaluation compétitive, il n'y ait pas les crises économiques qui, selon beaucoup d'analystes, crises économiques qui ont mené à cette Deuxième Guerre mondiale qui s'achevait quand a commencé la conférence de Bretton Woods. Et puis, petit à petit, on a été surpris de voir les Américains mettre des coups de canif dans leur propre construction multilatérale. Alors, le premier coup de canif, c'était le 15 août 1971, quand unilatéralement, sans parler à leurs alliés européens, les Américains ont arrêté la convertibilité du dollar en or qu'ils avaient eux-mêmes proposé. Parce qu'en fait, Bretton Woods, le FMI, chacun devait soutenir sa monnaie, sauf si on acceptait de changer sa monnaie en or, on était réputé avoir satisfait ses obligations. Et évidemment, les États-Unis, nous, on prend ça, c'était le seul pays à prendre cette option. Et pourquoi est-ce que les gens ont préféré le dollar à l'or ? Parce que le dollar rapportait des intérêts et l'or n'en rapportait pas. Et puis, il y a la conférence de presse je ne vais pas revenir là-dessus. Ils sont revenus là-dessus, et quand on s'est plaint, parce que ça donnait
ça troublait énormément le commerce international avec des taux de change qui en montagne russe. Le secrétaire au Trésor américain a répondu au ministre européen des Finances qui était devant lui, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà. Et puis ensuite, autre coup de canif, il y a eu l'OMC, Obama qui refuse de nommer... les Américains qui font d'abord entrer des Chinois, qui sont un peu naïfs, puis ensuite les Américains qui refusent de nommer des juges à l'instance d'appel de l'OMC qui gère les différents traitats, et donc paralyse le système. Et puis la dernière loi, Inflation Reduction Act, qui est évidemment qui est en violation très claire de l'esprit du libre-échange, puisqu'on subventionne à mort les entreprises qui viennent investir aux États-Unis. Bon, alors donc c'est ça la situation aujourd'hui. Alors la question que j'aimerais poser à M. Guèze, c'est donc visiblement il n'y a plus l'organisation en vigueur en 1945, construite en 1947, n'est plus vraiment en vigueur. Ça a été remplacé par quoi comme organisation économique du monde? Oui, eh bien, merci Renaud Girard et merci aux organisateurs. Effectivement, on sent un malaise parce que c'est une grande bascule. Grande bascule d'un monde. Alors, ce n'est pas de la démondialisation. Il n'y a aujourd'hui aucun indicateur économique qui suggère une démondialisation, mais une forme de fragmentation de la mondialisation, une mondialisation qui est devenue extrêmement transactionnelle. C'est à la fois tentant et réducteur d'essayer d'expliquer cette bascule par la confrontation entre deux livres, et pourtant c'est très révélateur. En 1981 sort le livre qui va servir de Bible dans tous les cours de négociation de toutes les écoles de commerce du monde, qui s'appelle Getting to Yes. Issu de Harvard, qui nous explique des choses assez cohérentes et évidentes. Renaud Girard, nous ne nous connaissons pas très bien. On ne parle peut-être pas la même langue. Vous êtes journaliste, je suis académique, donc on se parle en français, mais peut-être qu'on ne se comprend pas. Peut-être même, ce n'est pas vrai, mais que nous ne nous aimons pas. Mais Fisher et Oury disent ce n'est pas grave, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de compromis. Et si nous sommes créatifs et nous faisons preuve d'imagination, nous trouverons un résultat. C'est la traduction du multilatéralisme, assez universelle. Dans le monde des affaires, parce que quiconque est dans le monde des affaires, c'est un langage assez évident, mais aussi dans le monde diplomatique, parce que c'est le livre qui va former une génération de diplomates américains, dont notamment ceux qui vont négocier le processus de paix en Irlande du Nord. 1981, réédité jusqu'à ce jour. 1987, il y a un deuxième livre dont personne ne parle, ou alors si on en parle, mais avec un ton amusé, qui va dire exactement l'inverse. Oui, je ne vous aime pas et je vais vous faire peur. Et je vais essayer de faire des demandes extravagantes. Et je vais essayer de vous pousser dans vos retranchements. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas dans un monde de compromis, nous vivons dans un monde de jeu à somme nulle. Ce que je gagne, vous allez le perdre. Ce que vous gagnez, je vais le perdre. Donc on est dans une confrontation permanente. Cet homme qui l'a écrit vient d'un milieu d'une ville toute particulière qui est New York, d'un milieu tout particulier, une industrie toute particulière qui est l'immobilier new-yorkais, et bien entendu, c'est The Art of the Deal de Donald Trump. Votre consoeur du New York Times, Maggie Haberman, qui a fait beaucoup de choses, dont une en particulier, biographe du président, nous explique The Art of the Deal, ce n'est pas anecdotique. C'est la philosophie du monde qu'il va amener jusqu'à la Maison-Blanche. Et donc, finalement, tous ces coups de canif, vous avez tout à fait raison, mais c'est bien la preuve que, finalement, Donald Trump, c'est quoi ? C'est une synthèse de la vision à la fois économique, mais aussi politique, qui traînait aux États-Unis, qui n'a jamais vraiment eu de fenêtre d'opportunité jusqu'à récemment pour complètement se matérialiser. Donald Trump, c'est moins le coupable qu'un symptôme d'une Amérique qu'on a un peu moqué parfois en Europe, comme un pays qui n'avait pas d'histoire et qui est soudainement en train de redécouvrir son histoire. Et le résultat de tout ça, c'est que oui, nous, Américains, parce que je le suis, on disait autrefois, et on a été élevés, ma génération a été élevée pour penser ce qui est bon pour le reste du monde est bon pour l'Amérique.
Et vous avez eu raison. Alors moi, je dirais même que le premier coup de canif, c'est probablement George W. Bush en 2006, où il nomme Gates à la tête du Pentagone, et Robert Gates nous dit « c'est terminé les aventures en Irak et en Afghanistan ». Aucune différence entre les deux. Nous ne sommes plus les gendarmes du monde. Nous n'avons plus de dividendes à tirer de cette mondialisation. Obama, vous l'avez rappelé, le jeu à somme nulle, c'est lui. Donald Trump, voilà, dans toute sa splendeur, Joe Biden ne sera pas extrêmement différent. Peut-être plus poli envers nous, mais pas extrêmement différent. Et donc cette grande bascule d'un monde tel que vous l'avez décrit... Locus, c'était pas très poli envers Macron. Effectivement. Le truc sur les sous-marins australiens. Là. Mais alors, je pense que ça a dépassé Joe Biden et je pense que ça a dépassé sa présidence en quelque sorte. C'est qu'il y a eu un jeu, mais vous avez bien raison. Donc, en plus encore, mais en tout cas, c'est cette bascule qui caractérise à la fois le monde économique et probablement par extension le monde politique, d'un monde tel que vous l'avez décrit, le monde de compromis, le monde de getting to yes, à un monde de deal qui n'est pas celui de la démondialisation, un monde dans lequel on peut encore négocier avec les États-Unis, avec Donald Trump, mais probablement dans un rapport de force qui est aux antipodes de l'ADN européen, d'où notre malaise. Alors, Amiral, je me retourne vers vous. Donc, on s'est bien aperçu que le nouvel ordre mondial annoncé par George Bush 41, George H. Bush, le 41e président, après la guerre de la première guerre du Golfe en 91, n'existe plus. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine. On est dans un monde beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, vous avez évoqué la perspective peut-être d'une bataille navale en 2027 dans le détroit de Formose. Pour faire la guerre, il faut des armes. Les armes, c'est l'industrie de défense. Alors, on en est où là? Est-ce que entre Européens ou entre Américains et Européens, on coopère ou c'est la compétition? Comment vous voyez ça, Amiral? Alors, dans le domaine militaire, on coopère, très clairement. Les enjeux, et on pourrait y revenir, hein, cette notion de CRINC, qui est de China, Russia, Iran et Corée du Nord, est quelque chose qui est assez intéressant. On parlait de 2027 comme fenêtre. En Indo-Pacifique. On a une fenêtre qu'on envisage en Europe, hein, c'est partagé par l'ensemble des chefs militaires et politiques européens. Un enjeu à 3, 4, 5 ans en Europe. Ces enjeux, est-ce qu'ils seront combinés ou est-ce qu'ils seront dissociés? C'est Churchill qui disait il n'y a qu'une chose pire que de se battre avec des alliés, c'est de se battre sans. Et donc, je pense que et c'était déjà le cas dans la National Defense Strategy de Trump 1, la notion de partenariat restera fondamentale. Elle reste fondamentale, mais comme le disait très bien Jérémy, avec des règles qui ont changé. Et une Europe qui est assez tétanisée face à ce changement de règles. Tétanisés parce que finalement on a des Européens qui sont allés à des vitesses différentes dans leur défense, dans leur construction. On a tous, France compris, désinvesti pendant très longtemps. Et on a ce réveil en disant, ce que j'évoquais tout à l'heure, prenez-vous en charge et peut-être que derrière vous aurez un soutien. La coalition of the willing est quelque chose qui est entendu par nos partenaires américains, que ce soit d'ailleurs au niveau militaire comme au niveau politique. C'est un premier réveil des Européens dans le sens de cette prise en main. Mais aujourd'hui, étant très honnête, les Européens ne sont pas à la hauteur des enjeux en termes de financement, en termes de capacité, et donc on a besoin des Américains, mais comme probablement les Américains ont besoin de nous également dans d'autres régions. Soutien politique, soutien militaire, interopérabilité, le partage, le fameux burden shifting, burden sharing. Donc cette compétition, cette coopération est associée d'une compétition, mais cette compétition, elle existe de toute façon aujourd'hui avec l'industrie italienne, avec l'industrie allemande. Donc on est dans un monde de compétition, y compris avec nos partenaires. Et ce terme de compétiteur est toujours un petit peu délicat à manier, puisqu'en fait, on a en réalité une concurrence ou une compétition ou des adversaires. On n'est pas du tout adversaire avec les Américains, on a de grands intérêts et probablement des intérêts partagés, y compris dans le domaine industriel.
Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique qui a été de séparer les variables et de dire attention, l'industrie américaine va tout prendre en Europe et c'est un danger. Et c'est effectivement un danger pour nos industriels et pour leurs capacités. Et c'est difficile d'expliquer aux taxpayers français, mais c'est vrai aussi avec l'allemand ou l'italien, qu'en fait, on va lui demander de dépenser plus d'argent dans une industrie qui ne redonne pas des emplois chez soi. Donc ce discours, et je crois que le conseiller de l'ambassade le disait bien tout à l'heure, ce discours est audible de la part des Américains. Mais ce qui a changé par rapport à hier, c'est qu'en fait, on avait une industrie à consolider, et on a toujours une industrie à consolider, mais on a des enjeux qui sont tels qu'il y a de la place pour tout le monde. On évoquait ce matin la faiblesse de la construction navale américaine. On a une construction navale en Europe qui est très dynamique, presque trop, puisque nos grands chantiers sont en concurrence les uns avec les autres. Mais on a besoin de frégates. Alors, expliquez-nous, là, les Australiens ont eu tort de choisir l'industrie navale américaine ? Alors, les Australiens rêvaient d'avoir du Virginia. Donc, c'était le rêve australien. Les Britanniques se sont d'ailleurs raccrochés à ce rêve que tardivement, voyant que de toute façon, les Américains ne donneraient pas de Virginia ou à la marge, pour une simple et bonne raison, c'est ce calcul vis-à-vis de la Chine du nombre et du tonnage et du nombre de bâtiments. Et donc et pourquoi nous, on ne leur a pas proposé des sous-marins nucléaires d'attaque type Barracuda ? Bon, c'est vrai que c'est secret, mais enfin, les Australiens, ils sont quand même venus dans la Première Guerre mondiale nous aider contre nos amis allemands. Donc. Alors, on pourrait passer des heures sur AUKUS, sujet que je connais bien, simplement parce que les Australiens étaient déjà engagés dans ce processus. On leur a proposé, mais trop tard. Voilà. Mais on est vraiment dans cette posture d'alliance fondamentale. Hein. C'est quoi AUKUS avant d'être un contrat français qui est cassé? C'est la convergence de 3 volontés politiques. La volonté politique américaine d'avoir des alliés et de dire je ne suis pas seul face à la Chine. Et ça, c'est un élément, je pense, fondamental qui différencie la Chine des États-Unis et quelque chose sur lequel il faut que l'on bâtisse ensemble. Deuxième volonté politique, la volonté des Britanniques, qui était de dire il faut que je traduise en actes ce fameux tilt indo-pacifique que je suis incapable de traduire au plan militaire, je vais le traduire au plan capacitaire. Et le troisième, qui était d'ailleurs le premier, qui était la peur australienne vis-à-vis de la Chine, et quelles que soient les capacités françaises dans la région, et elles sont importantes, c'est pas la France qui pouvait assurer un parapluie à l'Australie. Derrière ça, on a eu des considérations de contrat pour des raisons assez complexes, mais et qui nous ont évidemment fait mal. Mais voilà, au départ, c'est une convergence de 3 volontés politiques. Merci. Donc, sur l'industrie de défense, l'industrie de défense est évidemment nécessaire si l'on veut construire ce qu'a proposé le président de la République française, c'est-à-dire une autonomie stratégique. Mais moi, c'est un concept que j'ai un peu du mal à saisir, l'autonomie stratégique, quand je me souviens d'un chancelier allemand qui s'appelait Scholz, qui fait un discours sur la défense à Prague, un grand discours, la guerre d'Ukraine est déjà là, et il oublie de mentionner le mot France. Le mot France n'existe pas dans un grand discours sur la défense de l'Europe. Mais pas un discours de 2 minutes, c'est un grand discours, le discours de Prague. Donc je me dis, il y a un petit problème là. Et puis je lis les journaux et je vois qu'aussi l'avion entre les Allemands et les Français, ça ne marche pas trop bien. Alors, on en est où de cette autonomie stratégique européenne, Pascal Boniface? Alors, plus précisément sur la relation franco-allemande que tu évoques, c'est sûr qu'il y a eu des périodes plus pérennes, plus fructueuses, et que les Allemands essayent un peu, par rapport aux troubles qui est leur du fait qu'ils ont perdu leur source d'énergie à bon marché, qu'ils ont des difficultés sur 2 marchés les plus importants, la Chine et les États-Unis, ils ont un peu tendance à fly solo, à jouer un peu la carte nationale beaucoup plus qu'auparavant. Et effectivement, il n'y aura pas d'autonomie stratégique s'il n'y a pas au moins les Français, les Allemands et d'autres dans ce sens. Donc on a là un vrai problème. Même j'ai cru comprendre que sur l'avion, après bien des difficultés, les choses s'étaient quand même arrangées. Mais enfin,
il y aura certainement de nouvelles crises. Et on sait qu'il y a 30 ans, le choix avait été fait de ne pas faire un avion européen, mais de faire un avion national, qui est le Rafale, qui n'aurait pas existé sinon. Alors, pour revenir à l'essentiel de ta question, l'autonomie stratégique, l'autonomie, c'est en fait, pour certains, c'est contraire à l'alliance. Pour d'autres, c'est contraire à la dépendance. L'autonomie, c'est l'inverse de la dépendance. Et nous sommes dépendants des Américains pour le moment sur le plan stratégique, ce qui nous conduit à nier la réalité. Puisque nous sommes dépendants, nous nions le fait que les États-Unis nous disent qu'il n'y a plus de monde occidental. Et nous voulons croire qu'il existe encore parce qu'on se dit que sinon on ne sera pas protégé et qu'on ne veut pas réaliser que les Américains ont dit que non, ça ne les intéresse plus, qu'ils ont d'autres priorités, d'autres préoccupations et qu'ils ne nous aiment pas tant que ça par ailleurs. Et donc, il faut aller vers l'autonomie parce que c'est en fait, on a été pendant très longtemps, peut-être que certains ont vu ce film Tanguy, où un post-adolescent reste très longtemps chez ses parents parce que le frigo est toujours rempli et que le ménage est fait et que c'est propre et que c'est chaud. En fait, nous avons été, nous, Européens, des Tanguy stratégiques. Nous avons voulu rester au chaud de l'Alliance Atlantique et dans la chaude protection des États-Unis, ils viennent de nous mettre à la porte. On a été jetés du bus. Donc il faut qu'on apprenne à se débrouiller par nous-mêmes. Et on voit bien que malgré tout, quand Madame van der Leyen va à Turnberry, pour accepter un accord commercial où nous payons 15% de taxes et les Américains zéro, et elle remercie le président américain d'avoir rééquilibré le commerce entre les États-Unis et l'Europe, ce qui est quand même curieux. On accepte à l'OTAN de raccourcir d'une journée la durée du sommet et d'aller à 5% des dépenses militaires sans qu'il y ait une véritable évaluation des besoins de ce chiffre. Et ensuite, nous sommes entièrement satisfaits d'avoir accompagné Zelensky à Washington pour obtenir la prolongation de la fourniture d'équipements militaires américains à condition que nous le payions de notre poche et que ce ne soit pas les Américains. Donc tout ça, c'est contraire à l'autonomie. Et donc on a un choix crucial là, dans les jours, mois qui viennent, puisque les Américains nous disent qu'il n'y a plus d'alliance atlantique telle que nous la concevions, que le président américain nous dit qu'il y a plusieurs façons d'interpréter l'article 5, qui est la base fondamentale du traité de l'Alliance Atlantique. Donc s'il y a plusieurs façons, c'est que celle qui nous plaît, solidarité automatique, n'est pas son choix. Et donc il faut qu'on a quelques mois, quelques années pour dire, faisons en sorte... Bon, les Russes ont quand même, semblent avoir du mal à progresser en Ukraine. Ils ne sont pas demain à Varsovie. On a quelques années devant nous pour construire cette base industrielle technologique de défense européenne et de se dire on peut garder l'alliance parce qu'une fois encore, l'autonomie, ce n'est pas contre l'alliance, c'est contre la dépendance. Et on peut très bien devenir moins dépendant et donc, du coup, peut-être renforcer. Parce que si les Américains nous voient plus puissants, ils nous respecteront plus, tout simplement. Ils nous prendront plus en considération. Mais là, il y a un enjeu fondamental, c'est est-ce qu'on est très pressé ou est-ce qu'on voit à long terme ? S'il y a une sorte d'achat d'urgence, panique, comme dans les clubs de foot où le dernier jour du mercato, tu achètes n'importe quel joueur à n'importe quel prix. Eh bien là, on va aller acheter des armes américaines pour les fournir aux autres pays et on va obérer pour des années nos capacités. Parce qu'il y aura des équipements américains. Soit on dit, on a un peu de temps, on s'organise, quels sont les éléments qui nous manquent, le renseignement, les drones, la projection. Et donc, on a 4-5 ans, le temps que la Russie se refasse, on a 4-5 ans pour se doter de notre propre base industrielle et de nos propres équipements. 64%, l'IRIS a fait une étude, 64% des dépenses militaires des pays européens en dehors de leur marché national sont faites aux États-Unis. Alors, je rebondis sur cette question. Les Allemands ont décidé de faire un grand effort stratégique, un programme à 100 milliards, etc. Mais est-ce qu'ils sont dans le premier cas de figure, j'achète des Beckenbauer, des joueurs tout de suite, là, voilà, je buy panic, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans le chancelier Merz, est-ce que tu le vois plutôt dans la prospective ? J'ai l'impression que pour le moment, il a toujours envie de faire plaisir à Trump. Il pense que la bromance avec les États-Unis n'est pas terminée et que s'il met beaucoup d'argent sur la table, on a bien vu Mme van der Leyen qui a plus agi comme nationale allemande que comme présidente de la Commission européenne, que s'il fait des cadeaux à Donald Trump, on peut obtenir des concessions. Il est donc plutôt là-dessus. Et ce que je crains, c'est que l'Allemagne achète plutôt effectivement des équipements américains. Et c'était...
c'était Florence Parly qui avait dit que l'article 5 n'est pas l'article F35 pour l'OTAN. Mais donc, il y a effectivement ce risque que, à la fois dans l'espoir de satisfaire l'ego et les appétits de Donald Trump et de répondre à l'urgence, on achète des équipements américains parce qu'ils sont sur l'étagère et qu'elle est accessible, mais on va obérer nos capacités pour longtemps si on cède à cette tentation. Parfait. Alors, Ursula, effectivement, est allée à Thornbury, là, dans le golfe privé. C'est en Écosse. L'Écosse, ça fait partie du Royaume-Uni qui, je crois, a quitté l'Union européenne. C'est intéressant qu'elle ait décidé d'aller là-bas. Et puis, elle n'a pas seulement donné 15 contre 0, elle a aussi s'est engagée à acheter pour, je crois, 750 milliards d'euros de produits énergétiques sur les 3 prochaines années. Je parle sous votre contrôle. Et aussi, elle s'est engagée à ce que les Européens investissent 600 milliards d'euros dans les 3 prochaines années aux États-Unis. Moi, bêtement, mais vous m'expliquerez peut-être, professeur Guez, je croyais que le président de la Commission était payé pour inciter les Européens à investir en Europe. Mais voilà, bon. Alors justement, on passe à la question, justement, face à cette mondialisation transactionnelle. Je crois que vous avez offert à ce forum HEC un concept que moi, j'avais jamais entendu, d'ailleurs, donc je m'en réjouis, mondialisation transactionnelle. Comment l'Europe peut-elle, selon vous, s'organiser? Comment peut-elle arriver à survivre face à cela? Surtout ne pas manquer d'optimisme. Vous savez, Ursula von der Leyen, pour me faire l'avocat du diable, je ne sais pas, mais elle est là pour offrir la synthèse des partenaires européens. Et quand il y a une synthèse, finalement, d'un manque de leadership politique, eh bien, on a la réponse qu'on a. Vous savez, juste un tout petit écart historique qui n'est pas si lointain, c'est une quinzaine d'années. En août 2011, S&P dégrade la note souveraine des États-Unis et justifie cette décision en disant « aucun doute sur les fondamentaux économiques américains et la capacité de l'économie américaine de repayer la dette, mais quelques doutes sur la volonté politique de repayer la dette. » 2 ans plus tard, on a, un peu moins de 2 ans, 1 an plus tard, on a le dénouement de la crise européenne de la dette et on a Mario Draghi qui sauve l'euro avec 3 mots, « whatever it takes ». En réponse à cette question, que feriez-vous pour sauver l'euro? Ce qu'il faut. Et c'est frappant le contraste à ce moment-là parce qu'on voit des États-Unis dont l'économie se porte de manière insolente extrêmement bien, mais il y a un vide politique critique, alors qu'en Europe, l'économie vacille, mais il y a quand même un ciment qui persiste, et ce ciment, il est une volonté politique que Mario Draghi continue d'incarner jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qui l'écoute, mais en tout cas, il essaye en tout cas de l'incarner aujourd'hui. Donc cette capacité, ce potentiel, le mot est affreux, mais ce potentiel de leadership, il existe, et il est là. Et donc pour survivre dans ce monde, il va falloir essayer de le matérialiser. Emmanuel Macron, est-ce qu'il aurait pu l'incarner, ce leadership européen? Time Magazine a dit oui, si seulement il avait réussi à gouverner son pays. Le 11 novembre 2018, il donne un discours, et mon intuition de l'époque, c'est il va rentrer dans l'histoire. Alors que personne ne serait capable, je crois, à moins de fins connaisseurs, et c'est bien possible, me dire quel était ce discours. C'était sur les Champs-Élysées, enfin sous l'Arc de Triomphe, commémoration, bien entendu, du centenaire c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Tout le monde est présent, Vladimir Poutine aussi, si je ne m'abuse, et il donne ce discours pour expliquer, face à Donald Trump présent, donc, qui vient d'être élu quelques mois auparavant, quelle est la version de l'Europe, finalement, dans cette mondialisation, afin qu'elle ne devienne pas transactionnelle. Et de dire, nous, Européens, on est l'exemple vivant que fuir le transactionnel pour essayer de rentrer finalement dans le multilatéralisme, ça peut marcher. 11 novembre 2018. 17 novembre 2018, est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est le début de la crise des Gilets jaunes, qui n'a strictement rien à voir, hormis que ça va devenir le poids, l'obstacle de toute une première partie de sa présidence. Mais surtout que les images, on le voit effectivement fêter ces trucs avec
les leaders sont là, la population était très éloignée, mais ils sont là. Et on a l'Arc de Triomphe, effectivement, sur tous les écrans. Une semaine plus tard, on voit l'Arc de Triomphe qui brûle, le même Arc de Triomphe. Et oui, ça fait mauvais effet. Absolument. Mais c'est bien la preuve qu'il y avait quelque chose. Alors pour vous donner, et je terminerai par là, un exemple concret de cette traduction. Vous savez, je le regrette, la France n'a pas été très favorable à toutes ces négociations entre l'UE et le Mercosur. Ça a quelque chose d'inédit, ces négociations commerciales, parce que d'une, c'est de bloc à bloc, et non pas entre deux nations. Et en plus, au sein de ces négociations sont prévus un organe de règlement des différends, très similaire à celui qui existait à l'OMC que vous avez évoqué, et qui est défunt du fait de la décision des Américains de ne pas nommer des juges dans la partie appel de cet organe. Si on voulait être ambitieux, on voit comment l'Europe est en train de reconstruire finalement un monde multilatéral. Si on voulait être très ambitieux, déjà avec l'Amérique latine, peut-être demain avec l'Afrique, et peut-être s'engager avec d'autres pays, je pense à l'Algérie, sur un autre terrain que celui sur lequel on s'engage à l'heure actuelle, peut-être avec le Moyen-Orient, peut-être avec des parties de l'Asie, pour recréer le multilatéralisme tout en excluant la Chine et les États-Unis. Ça, c'est la puissance européenne. Et le problème, c'est que si on s'en tient finalement à tous les vieux poncifs défensifs de se plaindre vis-à-vis de Washington, on a tendance à perdre de vue ce qui a fait l'Europe un véritable succès. Et par défaut de le promouvoir, aujourd'hui, plus personne ne pense à l'Europe à travers ce prisme-là, et c'est bien dommage. Alors c'est très intéressant. Donc maintenant, puisqu'on a 11 minutes pour conclure, je regarde l'heure évidemment, parce que je suis sous l'œil attentif de mon ami François Martin, donc je ne veux pas lui déplaire. 3 minutes. Face à cette situation, amiral, si vous étiez au Conseil des ministres ou devant le Parlement français, où vous pourriez être invité devant les deux, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, quels sont les conseils que vous donneriez? Et puis ensuite, je poserai la question à Pascal, ensuite à Jérémy. Amiral. 3 minutes. Alors, je pense que je vais poursuivre un petit peu sur ce que disait Jérémy, sur ce que les Européens peuvent faire en essayant d'ouvrir une note un peu optimiste. Et peut-être en la nuançant dès le départ par les risques. Les risques, c'est de rester en compétition au sein même de l'Europe. On est sous la contrainte, et ça c'est une évidence, obligé de bouger, une double contrainte, une contrainte d'une politique américaine qui a changé, et une contrainte d'une menace très sérieuse sur notre sécurité en Europe. Est-ce que la combinaison des deux va nous permettre aux Européens de construire ce qu'on a essayé un petit peu de formuler sous la forme d'un pilier européen de l'OTAN, qui est une combinaison de ce qu'on sait le mieux faire en Europe et qui inclut le plan industriel. Ce plan industriel est très honnêtement le parent pauvre. Pour le moment, on n'arrive pas à construire cette Europe de la défense, et c'est un sujet qui est un peu tabou, et on a évoqué les raisons pour lesquelles on a toujours ce tiraillement à vouloir acheter américain pour être sûr de les maintenir. Donc, et ça, c'est une vraie difficulté à franchir. Sur le plan de la réflexion stratégique de la coopération, cette coalition des volontaires a montré qu'on était capable en fait, de réfléchir ensemble, de mettre des forces sur la table, de construire quelque chose qui correspond à nos intérêts et de partir dans une approche qui est assez différente de ce qu'on fait d'habitude, d'une impulsion politique vers une planification, de partir d'options militaires pour pouvoir proposer une avancée politique. Et là où on a avancé très sérieusement en Europe, c'est on n'est plus dans cette logique de contradiction, d'opposition entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors, est-ce que c'est sous l'impulsion d'un Kubelius ou d'une Kaja Kallas parce qu'ils viennent de l'Europe de l'Est? Je ne le pense pas. Je pense que l'Europe a démontré sa capacité à avancer. La mission Aspides, qui est la mission qui a été mise dans la mer Rouge pour protéger nos navires et notre commerce, a été montée très rapidement. EUMAM, qui est la mission européenne de formation des Ukrainiens, est un succès qui s'inscrit en complément de ce que fait l'OTAN en termes de soutien logistique. Et on a une dynamique aujourd'hui
qui peut nous permettre d'avancer, à condition d'être assez pragmatique. Et les deux conditions pour que ça fonctionne, c'est d'une part d'avoir et ça c'est ce qu'on attend des Américains, d'avoir un plan américain et un calendrier de manière à pouvoir construire ce qui nous manque. Les Américains apportent des capacités, notamment en Europe, dont on ne dispose pas, qu'on est techniquement capable de créer, mais notre industrie, elle met 2 ans, 3 ans, 4 ans à créer ces capacités. Et donc d'avoir un plan commun sur, je dirais, 3 gros piliers qui ont été formalisés dans nos discussions avec la Commission dans ce fameux livre blanc. L'un qui est notre posture de protection, hein, donc comment est-ce qu'on protège l'Europe face à la menace. Le deuxième, c'est quelles sont nos capacités de riposte. Ça, c'est une initiative portée par la France qui s'appelle ELSA. Et puis le troisième, c'est la mobilité militaire qui nous donnera la crédibilité de moyens qui n'ont pas été consacrés depuis les 30-40 dernières années pour des engagements massifs. Hein. Nos stratégies ont été des stratégies expéditionnaires, donc jouant sur des petits nombres et s'appuyant sur notre dissuasion. Et ce dernier élément, la dissuasion, qui est un élément fondamental sur lequel beaucoup de réflexions sont en cours en Europe. Les Américains, à ce stade, maintiennent leur volonté du soutien par la dissuasion nucléaire de l'OTAN et des Européens. Mais c'est quelque chose qui, sous une approche britannique et française qui avons cette spécificité, nous engage, Français et Britanniques, à travailler ensemble, mais avec l'ensemble de nos partenaires, dans cette perspective d'une coopération fructueuse entre une Union européenne qui a des leviers normatifs, financiers, et une organisation du traité de l'Atlantique Nord qui sait planifier et conduire des opérations. Donc c'est le terreau fertile des accords de Lancaster House. J'ai compris tout à fait. Très bien. Alors Pascal Boniface, on va avoir un nouveau président de la République. On ne sait pas si c'est dans 3 mois ou c'est dans 1 an et demi, mais c'est entre les deux. Et imaginons qu'il te convoque à l'Élysée une fois élu et disant « Monsieur Boniface, vous êtes patron d'un think tank assez connu, vous exprimez. Moi, j'ai envie de vous demander, vous avez 3 minutes pour le faire, parce que sinon, après, mon attention décroît. Oui. Quels sont les conseils que vous me donnez, parce que c'est moi qui un peu donne les grandes orientations, comme on dit dans la Constitution, pour le pays. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un affaiblissement effectivement de l'exécutif. Les institutions de la 5e, c'était un gouvernement fort, un président fort, quelque chose d'assez vertical qui marchait. Là, on en est au stade où ce sont les chansonniers belges qui se moquent de nous. On est un peu à front renversé par rapport aux institutions. Donc, c'est effectivement, ça manque. On est en faiblesse interne, et comme l'a dit Jérémy Guez, quand on est en faiblesse interne, on a du mal à rayonner. Alors, si quelqu'un me faisait l'honneur de le conseiller, je crois qu'il y a un piège depuis le discours de Bratislava. C'était très bien de montrer la solidarité avec l'Ukraine, mais il ne faut pas s'enfermer au point où la recherche de la cohésion européenne nous empêche d'être un peu autonomes et d'être un peu originaux. Et c'est vrai que le discours de Bratislava, allant jusqu'à remettre en cause indirectement l'opposition de la France à la guerre d'Irak de 2003, en faisait un peu trop quand même par rapport à la réticence que nous devions avoir à l'égard de l'Ukraine. Et donc là, je vois très bien que la France, c'est à la fois un pays occidental, mais dans la tradition de la Ve République et de Gaulle à Chirac, en passant par Mitterrand, et même Giscard, c'était Pompidou, on n'est pas qu'un pays occidental. Et on oublie un peu cette partie de nous-mêmes, ce qui nous empêche, par exemple, Jérémy Guez parlait des accords Mercosur, on néglige peut-être un peu trop les grands alliés du Sud, on renonce un peu à ce Sud global, et la recherche de la cohésion occidentale et de la cohérence européenne, parfois, vient un peu restreindre un espace qui est le nôtre et que nous empêche un peu de continuer à avoir une fibre originale et d'être une force de proposition et d'être un pont, justement, entre le monde occidental et le Sud global. Au moment, justement, où le monde occidental est remis en cause son existence. Donc, il est encore plus important de renouveler, de réinventer quelque chose, puisque ça n'existe plus. Et la France est certainement, parmi les pays occidentaux, le mieux placé pour tendre ses ponts vers le Sud global. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'Espagne qui joue ce rôle, même si elle n'a pas les moyens de la France. Et donc là, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui nous échappe un peu, sur lequel on pourrait, sans bien sûr ne plus être dans la recherche de l'Alliance européenne, mais que celle-ci reste un tremplin et ne devienne pas un peu un enfermement.
Très bien, ben aussi la même question que je vais poser à Jérémy Guez, c'est-à-dire que, nouveau président, je dois faire une politique économique internationale, notamment face à notre partenaire américain. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, monsieur le professeur? Je dirais deux choses pour construire sur ces éléments déjà intéressants. Le premier, c'est méfions-nous du mépris qu'on peut ressentir pour cette présidence Donald Trump. En tant qu'Américain, je suis effrayé par la détérioration démocratique de mon pays. Je peux aussi vous dire qu'il est d'une remarquable efficacité politique. Quand on fait des simulations, puisque la prospective, c'est aussi un peu de la simulation, tout ça, ce sont des résultats très naissants, donc à prendre avec des pincettes, mais des équipes Getting to Yes, donc du compromis contre Art of the Deal, mine de rien, Art of the Deal, ces équipes-là, quand on les contraint, on leur donne des consignes très claires, ils arrivent à trouver des deals plutôt que des accords, et ils arrivent à fanfaronner. Et ils arrivent donc, la conséquence, à tirer des bénéfices politiques de tout ça. Donc oui, soyons méprisants vers tout ce qui est contraire à notre ADN et nos valeurs, mais soyons extrêmement, extrêmement prudents sur ce point-là. La deuxième chose, c'est de dire il va peut-être falloir interroger autant les stratèges que les romanciers, parce que j'en suis arrivé à la conclusion que l'analyse est extrêmement intéressante, ce n'est pas le professeur qui vous dira le contraire, que ces dialogues sont extrêmement importants, ce n'est pas le citoyen qui vous dirait le contraire, mais j'en suis arrivé à la conclusion aussi que nos outils analytiques montre parfois quelques limites, notamment dans un monde dans lequel les règles changent. Alors, pardon pour cette autre promotion, mais moi, mon aveu, c'est que la plupart de mon temps de 2025, je l'ai passé à écrire un roman sur les États-Unis pour vous dire, et c'est un aveu, je ne comprends pas tout. Et que finalement, l'imagination me permet d'aller exprimer un certain nombre de réalités que je n'arrive pas à mesurer, que je n'arrive pas à maîtriser. Et donc, c'est ça aussi, finalement, les règles sont cassées, il va falloir en inventer des nouvelles, il va falloir continuer à se parler les uns les autres, mais il va peut-être falloir aussi élargir le cercle et être, je dirais, et professeur qui vous parle, ça me peine de le dire, mais être peut-être moins dogmatique dans nos approches, pas pour céder et ne pas être rigoureux dans l'analyse, mais pour se dire que face à cette incertitude, il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de modestie que par le passé. Excellent conseil. Il est exactement 16h. Je rends la parole à l'heure pile, c'est écrit là aux 16h, aux organisateurs. Fadi. Merci beaucoup, Renaud. Restez assis. Merci beaucoup. Restez assis. Alors, nous allons entamer une séance d'une demi-heure avec l'ambassadeur Marc Grossman depuis Washington. Donc, si nous n'avons pas d'aléas techniques, normalement, ça devrait réussir à se tenir. Alors, vous nous permettrez peut-être simplement de passer 30 minutes en anglais, si vous le voulez bien. Donc, nous allons laisser la parole à l'ambassadeur Grossman pendant une dizaine de minutes, et puis ensuite, je demanderai à notre table ronde, ceux qui le souhaitent, ou chacun à tour de rôle, de poser une question à l'ambassadeur. Nous aurons 20 minutes à peu près d'échange avec l'ambassadeur, de manière collective. Alors, permettez-moi peut-être simplement de dire quelques mots sur l'ambassadeur. Thank you, Ambassador, for being with us. Thank you. Do you hear us quite well? Very well. Thank you, sir. Okay. Thank you. Just a few words about you, just before starting your remarks, if I may. Sorry, my binocle. Alors. So, Ambassador Grossman, you joined the Cohen Group in 2005 as Vice President after 25 years in the US Foreign Service. Prior to joining the Cohen Group, you served as Undersecretary of State for Political Affairs, where you helped marshal diplomatic support for the international response to the terror attacks of September 11. You previously served as the Assistant Secretary for European Affairs
where you helped direct NATO's military campaign in Kosovo and promoted a key expansion of the NATO alliance, and as the US ambassador to Turkey. In February 2011, President Obama and Secretary of State Clinton called you back to service as the US Special Representative for Afghanistan and Pakistan, where you promoted the international effort to support an Afghan peace process. Ambassador, you returned then to Cohen Group in 2013. Would you like to add something to this introduction? No, thank you. That's very kind. Okay, so as I mentioned it in French, so we will have 10 minutes of remarks, and then we'll have an interactive Q&A with you for 20 minutes with the panel that we have with us here. The floor is yours. Thank you. Good. Well, thank you very much. And what a pleasure to be here today. Thank you again for that kind introduction. And also to Admiral Hamelin and to you, sir, for making it possible for me to participate in this meeting. Believe me, I sincerely regret that I'm not in Paris in person today, but I thank the IHEDN, the Paris Île-de-France Alumni Association, the HEC Alumni Geostrategic Club for this opportunity. The task I have been given, and I hope you'll give me a touch more than just 10 minutes, is to offer some modest perspectives from the United States. I know the previous panels, especially the previous two panels, have really talked a lot about this. So I hope I have something useful to add, and I do this, of course, now as a private citizen. It seems to me, first of all, to say that this conference is very timely, because as you all have been talking about, you have these profound global shifts, economic, political, technological, social. And seen from the United States, at least seen from where I sit, these questions of geostrategy and geoeconomics and geotechnology, especially since they are all working with us simultaneously, makes this a very challenging time and a very useful conference for you to have. So I'd offer four main points for your consideration. First, I think it's useful to step back and to consider how we got to this point in the United States and to underscore the current US approach to foreign policy is not taking place in a vacuum. Secondly, to highlight the implications for the US approach for transatlantic relations. Third, to discuss the implications for companies and firms that are so well represented here. And fourth, just to offer some thoughts about the future shape of international politics. So first question, how did we get here? And I think for some people, they find the developments since President Trump's inauguration in January somehow surprising. But I think it's really what we're witnessing as an acceleration of trends that have been developing over many years. And a clear trend, excuse me, and not just in the United States, is the backlash that we in groups like this, against what we in groups like this call the rules-based international order. And I sometimes think to myself, what do those words mean? What do they mean to me? And what do they mean to publics? Isn't it a synonym for now the backdrop and the backlash against globalization? And I recognize that globalization was a hugely positive impact for so many people in the world. But there was a very prescient book written by a French author, Zaki Laïdi, in 1998, which he called A World Without Meaning. And he said, globalization is a tactic. Globalization has success, but it has no meaning. And I think the reaction in the West and around the world of nationalism, protectionism, polarization, all these things show that this reaction to globalization is one that groups like this need to pay close attention to. And I'll give you this thought. Perhaps the period from 1945 to 2025 that the previous panel was discussing, maybe it's the exception. And although we have lived it, we think it's normal, I think we have to open our minds to the fact that there's another way of doing business. And the way of doing business in international relations from the past is different than the way we've had it for the last 80 years.
I also think that to understand the United States today, we need to recognize some deep structural undercurrents. And I offer you these two. First is the economic dissatisfaction that many Americans feel today. They don't see that the benefits of globalization and free trade translated into prosperity and to security for them. I sometimes think that this is a phrase that says, this globalization must work for somebody, but it doesn't work for me. And the second is the unease stemming from rapid social and cultural change, which has led to a perceived loss of national identity and sovereignty. And I'd say not just in the United States, but a larger phenomenon around the world. And you can understand, I think, sitting in America, why protectionism, economic nationalism, and cultural conservatism resonate. So, of course, as you all have been discussing, the United States continues to focus on managing great power competition, particularly with China and with Russia. That's geopolitics. But foreign policy is now, at least seen from here, and I believe in many other capitals, about geoeconomics. Who controls key technologies? Where supply chains are located? How economic leverage can be used in addition to military force or to diplomacy. And it's also about geotechnology, the competition in artificial intelligence, quantum computing, biotech, life sciences, digital infrastructure, data. These are increasingly sources of conflict in international and global relations, and nations recognize that they also have diplomatic and military implications. So what you see from the United States is a US technology policy that's no longer only about encouraging innovation at home. It's also about export controls on advanced chips, efforts to shape global strategies for AI, outbound investment screening, all part of this strategy. And so there's also an effort in our relations with friends, allies, and certainly with competitors to also pay attention to these geotechnological and geoeconomic realities. And I think you can see that in the trade negotiations that have been going on since January, emphasizing strategic alignment in these areas and strategic alignment that is wary of China. So these three elements, geopolitics, geoeconomics, geotechnology, I think define the president's approach to foreign policy, transactional, tactical, focused on advancing U.S. interests, and as the professor talked about, the difference between getting to yes and the art of the deal. I'd like to make a couple of comments about transatlantic relations. So as the introduction said, I had the privilege of working during much of my diplomatic career on transatlantic relations, and the pillars are reflected in the flags there on the stage: NATO, the European Union, the flag of France. And so let's start with NATO. I think that despite some initial, and I would imagine surely remaining, uncertainty over President Trump's fundamental views of NATO, the president has reaffirmed the alliance's commitment to the United States' commitment to the alliance, to collective defense under Article 5. The specifics of America's future levels of commitment will depend in part, as the Admiral talked about the forthcoming Defense Posture Review, which will describe the future of U.S. military presence in Europe. I think seen from the United States, the most important news here of the past few months came from the Hague Summit in June, where NATO allies have agreed to raise defense spending to 5%, 3.5% for core defense, 1.5% for defense-related spending, and set new capability targets to ensure that all allies are supporting NATO operations. And I give the president a lot of credit for that. Many of us have spent many years trying to convince allies to increase defense spending. There's been a huge increase also in new technologies. And I think, as the Admiral said, cooperation between militaries goes extremely well. So the question, of course, as you all have talked about, is Ukraine. And today in Moscow, more negotiations. I think prediction is impossible. But the fact that a plan that appeared a couple of weeks ago has evolved into something which we hope will bring some kind of ceasefire or maybe even a longer term peace to Ukraine, we'll see. What's sure to me is that if Putin wins NATO, and not just the NATO eastern flank,
is in danger. And so that's why I welcome some of the efforts that have been made now to strengthen the eastern flank of NATO, and we can talk more about that in the session on questions and answers. So just a couple of words about the EU. It's military, it's economic. So for the EU, for the European Union, the second Trump administration's foreign policy has prompted new thinking of the bloc's approach to its own defense. European rearmament, driven not just by the war in Ukraine and new NATO spending pledges, but I recognize also by the realization that future U.S. commitment to NATO and to European defense more broadly remains uncertain. And so, as you has all been talking about, this question of strategic autonomy and Europe looking to build security resilience, reduce its reliance on the United States, increase defense spending, and those are all very important issues in the transatlantic alliance. I think seen from Washington, there are several questions. We hear them from our clients. How to finance this buildup? What's the mechanism to do so? How to carry it out inside stringent budget requirements in Europe, and of course, in the United States as well. I think there'll still be a very important role to play for U.S. investment as Europe looks to diversify its security capabilities. And as the previous panel talked about, this effort to have useful, effective defense industrial bases. I say that in plural. I see it hard to think of one transatlantic defense industrial base, but surely there are ways to cooperate. On the economic side, the Trump administration's tariff policies have put a lot of strain on the transatlantic relationships, and businesses have been forced to figure out how to relocate supply chains, manufacturing facilities, consumers facing increased cost. And of course, part of the US-EU trade deal is still being negotiated. Lots of disagreements on steel, aluminum tariffs, the Big Tech Digital Markets Act, the Digital Services Act. And so these are still issues yet to be decided. And interestingly, the August 21st framework is not legally binding. The European Commission agreed to implement the framework in a vote last week, but the Parliament still has to approve the deal. EU lawmakers and EU governments would have to negotiate a final text, and that might not come until March or April of 2026. And my prediction to you is this will cause increasing frustration, certainly among the trade and investment bureaucracies in the United States of America. At the same time, there's lots of things that the United States and the European Union can be doing together, and I hope we will find ways to do so. A couple of words on business, which is so well represented here. I'll be short because there's so much expertise in the room. What seems to me true is that the growing political and economic uncertainty is the new reality. The question is how to avoid uncertainty. But the question is, is not how not to avoid uncertainty, but how to operate successfully with it. And I think for companies, and certainly for our clients, it means prioritizing, protecting, and broadening supply chains, looking on this phrase, resilience. And so there are many ways to do that. And again, we can talk about them in the question and answer period. But governments are reassessing interdependence, erecting new barriers, and companies have to decide how to react to that. And that's about resilience, and it's about supply chains, and it's about knowing deep into your supply chains, where things come from, how they're regulated, how they work. And I think also for firms, and I think it's important that they participate in conferences like this, is it's about clear judgment and situational awareness, geopolitical, geoeconomic expertise to assess both immediate operational risks and long-term strategic implications. Business strategy and geopolitics are converging, and the firms that succeed are those that will navigate that intersection with agility and foresight. Fourth, a couple of words on future models. And it all really comes down to how you all think about the future. I'll give you two considerations. Number one, back to my question. Do you think that the period 1945 to 2025 is an exception? And second consideration, how likely do you find the possibility of conflict
at the intersection of geopolitical, geoeconomic, and geotechnology. So what kind of models might we imagine for a changed world? And I start by saying it's not going back to the way it was. And so here are several making the rounds. People are talking about, for example, in the latest issue of Foreign Affairs, a grand strategy of reciprocity, alliance among countries to engage with each other on reciprocal terms while jointly excluding others that don't fulfill the obligations. People talk about a concerted effort to pull countries together around a common set of high standards and secure supply chains. I think we're going to see a lot of new combinations. Latin America, the European Union and Asia, new organizations in the Indo-Pacific, organizations of critical mineral miners and processors, organizations to promote the EU's future defense, the Abraham Accords, the Gaza Peace Force, the Gaza Rehabilitation, bilateral trade deals not made inside of the WTO. And of course, as you all were talking about before, the combinations of Russia, China, North Korea, Iran. These are key questions. And I'll give you another one. What is it that can be saved from the rules-based international order, democracy, human rights, the rule of law, allies, and friends? So I'll end on this. Waiting for things to return to normal is not a winning strategy. The United States will not withdraw from the world, but the United States is searching for the right role to play in it. I was interested to see recently a poll taken by the Chicago Council on Foreign Affairs. 60% of Americans support an active U.S. role in global affairs. That number is declining over time. Why? I think because there's a gap between how elites think about and describe the national interest and how publics describe and think about the national interest. And so this conference is part of finding ways to close that gap and identify the political, economic, and commercial technological opportunities yet to come. So I thank you very much for giving me some time, and I look forward to your questions and to your comments. Thanks a lot, Ambassador. So, if I may, let's just start doing that probably in this row. Yeah, Jeremy, you can start. Ambassador, thank you very much. I think indeed 1945 till more or less today was an exception. But the world that's about to come, is it really back to the past, or is it really uncharted waters? Back to the past would be pure rivalries. An alternative would be a scenario of pure transactionalism, where the real ideology is an ideology of pragmatism, of you're my friend, but I can insult you one day, and we become friends and shake hands the next day. That kind of feels like extremely different from any historical period. Do you agree, or do you see something else? Professor, thank you very much. That's a great question. I think we have to think about and be ready for some parts of a return to the past. I think you see more and more very explicit talk among nations about their own interests. And I would put that kind of farther back in the past. I think you can see around the world more conflict. If you think about Russia's invasion of Ukraine, we believed that that was going to be that the OSCE and other norms in Europe, people weren't going to change borders by force anymore. So I think, sir, that there are going to be bits of the past that are going to seep back in. And I think we need to be ready for that. Secondly, on the question of transactions, I guess I feel a little bit more pragmatically about this some days, which is to say that I think as you describe it, if the only outcome of a transactional relationship is I can insult you one day, I'll be your friend the next day, well, that's not good, that's not positive, that's not helpful. On the other hand, I think as a practitioner for so many years, I think to myself from time to time, some days I'd rather have a better transactional relationship than no relationship at all, or a better transactional relationship than a bad transactional relationship. And you may not think that's a very uplifting thought, but it does get work done. And third, I do think that there's going to be new ways of doing business in this world that we're stepping into. And that's why I tried to
very quickly talk for a minute or two about the new combinations, new coalitions, new groups of countries working together. And maybe it won't be the same as it was for the past 80 years, but I think countries will find a way to identify certain interests that they share, critical minerals, for example, and they'll find a way to work together on those. Defense industrial base, I hope, will be another. And I also hope, as I said, that there will be things, really important things, that we learned during the past 80 years that will continue to surface in relations between nations. Thank you, Ambassador. Renaud? Ambassador Grossman, I have two quick questions about the relationship between America and Russia, since we have this meeting Witkoff-Putin today. First question, why do you think President Trump invests so much time and political credit and effort to try to get a ceasefire in Ukraine? That's my first question. And a long-term question is do you think that Trump's strategy or dream is his main goal is to try to get Russia out of the Chinese sphere of influence and make some kind of alliance, a white Christian alliance of the northern hemisphere with between America and Putin's Russia? Thank you, sir. Both great questions. First, to the question of why President Trump wants a ceasefire and a peace in Ukraine. I think that the president recognizes, and I don't speak for the administration, I don't really know, but I'll give you my speculation, is that from our perspective, this conflict in Ukraine just radiates instability. And that instability spreads. And the instability is bad for the transatlantic relationship. And so I think fundamentally, President Trump, and I would say a very broad set of public opinion in the United States, feels this conflict needs to end in some fashion because it radiates instability. Now, that doesn't mean that it should end, the way the 28-point peace plan of a couple of weeks ago said, but there will have to be a way to end this conflict and end it in a way so that it stops radiating instability. Second thing is, I do think that the president looks and says, we could do a better job promoting security across Europe if this conflict stopped. And I think that's an important part of it as well. And third, and again, I have no idea, but I just observe that I think in Ukraine, I think in Gaza, I think around the world, I think there is a part of the president that says that people shouldn't have to die in conflicts like this, and we ought to try to stop them. On the second question, I don't know about a dream for the future from the president for Russia, but I think the president and lots of Americans recognize Russia's a really big and important country. And Europeans, I think, would like to have a better relationship with Russia. If it were possible for the United States and Russia to have a different kind of relationship, yes, that might be a dream. But from my perspective, a lot more has to be done on the Russian side, and particularly on Mr. Putin's side, to bring about that kind of a result. Thank you, Ambassador. We still have two questions and a little bit less than 5 minutes. Sorry for this stressed timing. Pascal? No problem. Thank you, Mr. Ambassador, for your speech. Do you think that President Trump is closer now from Mr. Putin than from the European leaders? And in this way, do you think that the concept of Western world is still valid? I do not think, sir, that President Trump is closer to President Putin than to European leaders. And I think you can see that through his work with NATO, the reaffirmation of Article 5. The NATO Secretary General, I think, is welcome in the Oval Office, other European leaders as well. So no, I don't think that.
I think the concept of the West and the Western world, I think is, at least for me, hugely valid. And if you would allow me, and maybe this is kind of not in my expertise or my lane, you might consider, but I think actually one of the challenges that we face together is that we've lost confidence in the Western world. We've lost confidence in what makes the Western world important and great. And that's about values, and that's about our history together, and that's about some positive vision of the future. So I think the Western world exists. I think the Western world, it's important that the world exists. And I think, at least speaking for myself, it's important that we have more confidence in it. Now, we also will have to find a way for the Western world to have the positive interactions with other parts of the world. You see, the question of the global South and other places, and I think that's not just possible, but it's required. But I think it's very important that we recognize the values that we share, we have more confidence in them, and we're prepared to speak about them and live by them. Thank you. Amiral? Thank you, Ambassador. I had two questions, but you can, if you don't have time, just pick one of them. The first one was to elaborate a little bit on the defense industrial base. How do you see that we could change the paradigm on work better on that? The other one is, you touched many times about the rules-based order, the rule of law. On the military side, we have a very good cooperation. We have similar threats in mind. Almost everywhere we work together about migrants, terror, even drug trafficking has become something we are very much involved. The global stability of the world, the straits, everything is that something we have in common. But we have that difference of views on the rules-based order. Do you think we are too much sticking with values of the past and are not strong enough to go beyond these values that we defend, or we can have a common ground? Because from what we see, there is a divergence in the rule of law, how we see it. Yes, sir. Thank you for both questions. First, on the question of defense industrial base, I do think there are more and more places where we ought to be able to work together on the defense industrial base. And let me give you three examples that come more recently. The F-35, for example, is something where a number of countries are working with the United States on that aircraft. But I'll give you two really recent examples, and they're small, I recognize, but they are important in their own way. I think it's very interesting that Turkey is now working in Texas with American companies to build 155 millimeter ammunition. As you all know, it's expended in huge numbers in Ukraine. None of us have enough of it. And here's a cooperative project in the United States between Turkey and the United States to produce more of it. I know that there's a big effort in Europe to do so as well. And secondly, very interestingly, a recent combination where we in the United States have not been able successfully to build icebreakers over the past many, many, many years. And if you think about the Arctic, this is a new, important geostrategic area. And so we have combined with the Finns, who do this extremely well, for them to build and teach us to build 11 icebreakers. And so I think, sir, if it could start on kind of practical projects that would be successful, we could do more together in the defense industrial base. On the question of the rules-based order and the rule of law, I think I would just, if I could, separate those. I think the rule of law is part of the rules-based order. And as I said, I hope it's a part of the rules-based order that we can continue to honor and to have into the future, because the rule of law is a really important thing. I think the key problem here, sir, is how do you speak about a rules-based order that has any meaning to larger publics? And I think it's one thing to sit in a conference like this and talk about the rules-based order. We all basically understand what we're talking about, but I don't think that's as true once you get out of this kind of conversation.
And so that's why I said the challenge here is there's a gap between how elites define and talk about the national interest and how publics do that. And I think a really important job into the future is to close that gap. Thanks a lot, Ambassador. Thank you very much. Thank you. Yes, we are very grateful for being with us today. Thanks a lot. Bon, messieurs, merci.